Avant de commencer, j'aimerais ça spécifier que je ne suis pas un spécialiste de Rancière, je ne suis pas non plus un spécialiste de Nussbaum, c'est-à-dire que je n'ai pas lu l'ensemble de leurs œuvres, c'est des œuvres imposantes. Mais par contre, ce sont deux penseurs qui m'intéressent beaucoup, qui me passionnent. Donc, cette communication-là, je l'ai écrite dans le plaisir et j'espère que vous aurez du plaisir à m'écouter. Donc, avant-hier, Nicolas Xanthos nous a avoué son admiration pour Wittgenstein. Et moi, je voudrais commencer avec une citation de Wittgenstein. Donc, c'est tiré de sa correspondance, un échange de lettres avec un étudiant américain. Et il lui posait cette question. Il lui disait « À quoi bon étudier la philosophie si elle vous permet seulement de parler avec vraisemblance de questions logiques abstraites et qu'elle n'améliore pas votre pensée sur les questions importantes de la vie quotidienne? » Mon intervention est une première tentative d'éprouver une intuition liée aux réflexions actuelles sur les aspects éthiques et politiques de l'expérience littéraire. Je précise tout de suite que si les termes éthique et morale sont souvent employés indistinctement, je préfère celui d'éthique, celui que je vais employer aujourd'hui, qui est moins connoté négativement. En réalité, le mot éthique appartient à la tradition grecque, alors que le mot moral, lui, il vient du latin. Les deux termes renvoient aux mœurs, aux comportements à adopter en société. Cela dit, depuis que j'étudie l'œuvre de l'écrivain américain David Foster Wallace, j'ai pu constater l'importance du tournant éthique de la théorie littéraire anglo-américaine des dernières années. Je sais aussi que plusieurs de mes collègues qui étudient les littératures francophones sont intéressés par tout ce qui concerne les politiques de la littérature et qu'ils se montrent plus suspicieux quant aux réflexions portant sur l'éthique. Cette préférence pour la ou le politique s'explique de plusieurs façons. D'abord parce qu'il y a une riche tradition de philosophie politique en France qui fait la part belle à la littérature, mais aussi parce que l'éthique est parfois associée à une pensée conservatrice et ou religieuse. La foi avouée de Paul Ricoeur, couplée à ses réflexions éthiques dans Soi-même comme un autre, par exemple, ou encore le fond religieux de l'éthique d'Emmanuel Lévinas, ont sans doute contribué injustement, à mon avis, au discrédit relatif dans lequel les discours éthiques sont tombés. Il y a aussi parfois quelque chose de bien pensant à certaines réflexions éthiques, un optimisme un peu facile qu'il est parfois tentant de railler, surtout lorsqu'on affirme que la littérature rend toujours nécessairement les gens meilleurs, alors que les contre-exemples ne manquent pas qui nous suggèrent le contraire. Malgré tout, je crois qu'une réflexion sur les dimensions éthiques de l'expérience littéraire peut être productive, et même que l'éthique offre une perspective complémentaire pour bien cerner ce qu'on désigne comme étant la politique de la littérature. Je souhaite montrer, en tentant un rapprochement des pensées de Martha Nussbaum et de Jacques Rancière, comment leurs réflexions sur la politique et l'éthique de la littérature s'éclairent l'une l'autre, si bien qu'on peut avancer qu'éthique et politique sont deux facettes d'une même réalité ou d'un même problème, et que leur division est finalement davantage circonstancielle que substantielle. L'intuition que j'ai eu l'occasion d'approfondir est la suivante. Rancière et Nussbaum, en ayant développé chacun de leur côté un discours cohérent sur la politique et sur l'éthique, se rejoignent au fil d'arrivée en proposant que l'efficacité de la littérature résiderait dans sa façon de mettre en jeu la perceptibilité des sujets, mais aussi, inversement, leur capacité de discernement face à des situations particulières que requiert la vie publique. Donc, Rancière et Nussbaum sont contemporains de façon factuelle. Rancière est né en 1940 et Nussbaum, elle est née en 1947, mais ils sont contemporains aussi de façon idéale. Leurs œuvres philosophiques incarnant toutes deux la volonté de penser, ce qui lie et délie les membres des communautés humaines, mais aussi l'affirmation de la possibilité d'une société plus juste contre un pessimisme déterministe qu'ils rejettent tous deux par principe. C'est dans ce contexte de pensée qu'ils accordent une valeur certaine à la littérature, car pour eux, la littérature est nécessaire à la vie démocratique. Une autre particularité de ces deux penseurs, c'est qu'ils ne proposent pas d'essentialisation de la littérature. Dans la vie démocratique, la littérature est une pratique parmi d'autres, dont l'importance réside justement dans sa façon de s'articuler aux autres secteurs de la vie humaine.
Il suffit de consulter les bibliographies de ces deux philosophes pour constater que leur pensée de la littérature s'inscrit dans une réflexion beaucoup plus vaste sur les sociétés démocratiques actuelles et l'écart qui les sépare, pourrait-on dire, de l'idéal démocratique. D'ailleurs, les textes de Nussbaum traduits en français, à l'exception d'un recueil sur la philosophie et la littérature, sont tous des essais qui portent sur la citoyenneté, la justice, la condition des femmes, la religion, l'intolérance, etc. Il faut aussi noter que, malgré les contextes très différents dans lesquels ils écrivent, Nussbaum et Rancière s'opposent tous deux au textualisme, pour qui il n'y a pas de hors-texte, selon le mot célèbre de Derrida. Ils défendent plutôt une conception de la littérature où, pour reprendre les mots de Gilles Deleuze, le texte n'est qu'un petit rouage dans une machine extratextuelle. Malgré ces affinités, Nussbaum et Rancière développent chacun un vocabulaire sensiblement différent, permettant d'analyser et de décrire cette efficacité de la littérature. La politique de Rancière n'est pas une pensée de l'engagement, ni une pensée de l'art pour l'art, mais apparaît plutôt comme la synthèse de ses positions en apparence antagonistes, la malléabilité de l'expression littéraire étant considérée comme le fondement de sa politique propre. Il s'agit de proposer une troisième voie permettant d'échapper à ce que Rancière considère être, je le cite, « les débats vains sur l'autonomie de l'art ou sa soumission politique ». De son côté, le regard que porte Martha Nussbaum sur la littérature s'inscrit dans une école de pensée qu'elle a elle-même réactivée en proposant une lecture actualisante, pour reprendre la notion d'Yves Citon, donc une lecture actualisante de l'éthique d'Aristote. Elle raconte qu'en 1969, alors qu'elle était étudiante de deuxième cycle en lettres classiques à Harvard, elle a pu constater que la philosophie éthique ne s'intéressait pas à la littérature et que les études littéraires considéraient la critique éthique avec mépris. Sa relecture d'Aristote insiste d'ailleurs sur l'artificialité de ses frontières disciplinaires, afin de montrer comment le roman ouvrirait en fait des perspectives éthiques qui sont inaccessibles au discours philosophique traditionnel, entre guillemets. Dans cette perspective, la littérature n'est pas seulement l'objet d'une réflexion philosophique, elle est au contraire une pratique philosophique distincte. Nussbaum et Rancière arrivent dans le monde de la théorie littéraire à un moment où ce qui fait le propre de la littérature, sa littérarité, découle le plus souvent de l'affirmation de son autonomie ou encore de qualités intrinsèques à l'écriture. Ils proposent au contraire, tous deux, de réfléchir à la littérarité en termes de fonction et d'effets extra-littéraires. Rancière affirme, je le cite, que la littérarité qui a rendu possible la littérature comme nouvelle forme de l'art, de la parole, n'est aucune propriété spécifique au langage littéraire. Au contraire, elle est la radicale démocratie de la lettre dont chacun peut s'emparer. L'égalité des sujets et des formes d'expression qui définit la nouveauté littéraire se trouve liée à la capacité d'appropriation du lecteur quelconque. Fin de la citation. Cette capacité d'appropriation du lecteur quelconque est cruciale, puisqu'elle permet à Rancière d'affirmer l'égale capacité des sujets à s'émanciper, tout en situant la littérarité dans cet effet de la lecture littéraire. Dans un autre texte, Rancière ira même plus loin dans cette conception pragmatique de la littérarité en affirmant, je le cite, que l'homme est un animal politique parce qu'il est un animal littéraire qui se laisse détourner de sa destination naturelle par le pouvoir des mots. Cette littérarité, le mot est en italique dans le texte de Rancière, donc il insiste, cette littérarité est la condition, en même temps que l'effet, de la circulation des énoncés littéraires, entre guillemets, proprement dit. Fin de la citation. Donc, cet usage ouvertement polémique de la notion de littérarité atteste du pragmatisme de Rancière. Il ne s'agit pas de décrire ce qu'est la littérature, mais plutôt d'affirmer ce dont elle est capable et d'expliciter ses effets. Cette malléabilité du littéraire, son statut social trouve des échos chez Nussbaum qui voit dans la littérature la possibilité d'exprimer des réalités singulières qui demeurent inaccessibles à l'abstraction philosophique. La définition de la littérarité proposée par Nussbaum est plus formaliste que celle de Rancière, puisqu'il s'agit de valoriser le texte littéraire et surtout le roman réaliste comme la forme d'écriture la plus apte à embrasser la complexité de certaines expériences humaines. Mais elle s'articule, elle aussi, à une fonction sociale. Donc, je la cite, « La forme littéraire, dit-elle, est inséparable du contenu philosophique. Elle constitue un aspect de ce contenu. Elle est partie prenante de la recherche et de l'expression de la vérité. »
C'est dire que certaines conceptions du monde ne peuvent pas être pleinement et adéquatement formulées dans le langage de la prose philosophique conventionnelle, style plat et sans surprise. » Fin de la citation. Autrement dit, la littérarité serait cet alliage particulier du fond et de la forme qui permet l'expression de réalité humaine d'une façon plus juste que ne le font d'autres types de discours. Le recours à la philosophie d'Aristote permet à Nussbaum de développer une pensée de la littérature qui est féconde, même si cela l'entraîne à porter son attention sur des œuvres narratives réalistes, principalement les romans d'Henry James, ce qui, à mon avis, réduit la portée de ses propos. La proposition la plus importante que Nussbaum emprunte à Aristote veut que l'éthique soit le domaine des connaissances pratiques. Et ça, c'est très important. Cette proposition radicale s'oppose à la conception de Platon, pour qui l'éthique devait être une techné fondée sur un savoir abstrait et libérée de la contingence de l'expérience humaine. Au contraire, l'argument d'Aristote veut que l'existence soit trop complexe et trop ambiguë pour faire l'objet d'une connaissance abstraite. La vie bonne, donc le concept grec d'eudémonia, la vie bonne, qui est le but de la réflexion éthique pour Aristote, repose sur des critères qui doivent être établis à partir de l'expérience humaine. C'est dans cette façon de considérer l'éthique que s'inscrit la valorisation de la tragédie grecque comme forme de connaissance distincte et tout aussi valable que la connaissance théorique. Nussbaum s'appuie sur la fonction qu'occupaient les poètes tragiques dans la cité grecque afin de valoriser une conception de la littérature comme connaissance pratique qui, notons-le, est indissociable d'une éthique de la lecture. Elle rappelle, je cite, que ce sont les poètes, et en particulier les poètes tragiques que les Athéniens considéraient comme les professeurs et penseurs de morale essentiels pour la Grèce. C'est d'abord à eux que la cité adressait, à juste titre, ces questions sur la manière de vivre. Assister à un spectacle tragique n'était pas aller se distraire, c'était au contraire prendre part à un processus collectif d'examen, de réflexion et d'émotion sur les fins personnelles et civiles les plus importantes. Nussbaum s'inspire de ce modèle antique afin de valoriser la littérature en tant que mode de connaissance. Elle est consciente que cette conception peut être taxée de didactisme et met beaucoup d'efforts à montrer que l'attention portée à cette pragmatique de la littérature ne signifie pas qu'on y trouve infailliblement un manuel du vivre ensemble. La meilleure critique éthique, nous dit-elle, insiste au contraire sur la complexité et la diversité que nous révèle la littérature, sur le caractère souvent déchirant ou même insoluble des problèmes humains. Elle anticipe ainsi l'objection textualiste en affirmant que c'est l'exclusion des contenus humains de l'analyse littéraire qui est outrageusement simplificatrice. À cet égard, son étude des tragédies grecques est éloquente. Dans son premier livre, The Fragility of Goodness, publié en 1986 et qui n'a toujours pas été traduit en français, Nussbaum a montré que la vulnérabilité humaine affichée dans les tragédies grecques propose un modèle particulier de raisonnement éthique où l'émotion, plutôt que la raison triomphante, par exemple, est un facteur déterminant dans la recherche de la vie bonne. Les problèmes éthiques exposés par les poètes tragiques, donc elle analyse les textes d'Échille, de Sophocle et d'Euripide, selon elle, perdraient à être modélisés sous la forme de traités philosophiques éthiques, puisque ce type d'écriture ne parvient pas à rendre compte du contexte émotif de l'humain qui fait l'expérience de la fragilité de l'existence. Plus encore, un mode d'appréhension purement intellectuel ou rationnel cherche à résoudre un problème en arrêtant la réflexion sur le bon choix, alors que la tragédie, et par extension chez Nussbaum la littérature, permet plutôt d'entrevoir, je cite, la richesse et la profondeur d'un problème, sans nécessairement chercher à le solutionner. Donc, Nussbaum actualise l'articulation très fine entre esthétique et éthique qu'il y a dans la philosophie d'Aristote. Ce dernier croit que l'excellence du citoyen est déterminée par sa capacité à juger de ce qui est approprié dans une situation concrète. Aristote utilise le terme « esthésis », c'est le titre d'un des livres de Rancière d'ailleurs. Donc, il utilise le terme « esthésis » pour désigner ce type de perception et lie l'éthique à cette capacité de discriminer devant des faits particuliers qui l'oppose aux vérités universelles platoniciennes. Or, l'esthésis est justement le type de perception offerte par le poète tragique et par extension chez Nussbaum par un romancier comme Henry James. L'éthique littéraire de Nussbaum, en ce sens, est une éthique de la perception qui lie ensemble l'écrivain et ses lecteurs. La conscience aiguë et pleinement responsable dont doit faire preuve le romancier, selon Henry James, convie à une expérience esthétique qui s'appuie sur la finesse des perceptions représentées et, en retour, expérimentées par le lecteur.
L'expérience littéraire est liée, selon elle, au partage d'émotions qui sont constitutives des jugements éthiques. C'est justement parce que la perception et donc les jugements éthiques s'inscrivent toujours dans un contexte sensible que Nussbaum voit dans l'éthique de la lecture une éthique citoyenne. Je la cite, « Parce que les émotions ont une dimension cognitive structurelle, dit-elle, il est tout à fait naturel d'y voir des éléments intelligents de notre agentivité éthique. » Donc, l'éthique littéraire est ici liée à la place que le citoyen occupe dans la police, aussi bien dire à sa politique, puisque sa responsabilité est d'abord d'être juste. La justesse de l'esthécisme, de la perception du particulier que la littérature est susceptible de lui apprendre, n'est pas un fait privé, mais une vertu publique qui doit bénéficier ultimement au groupe entier. Je ne crois pas faire violence à la pensée de Rancière en proposant un rapprochement entre cette éthique et sa notion de partage du sensible, crucial pour comprendre sa conception du politique. Sans aplanir les différences et priver la théorie de Rancière de ses particularités, sa façon d'inscrire la littérature comme force agissante dans le partage du sensible peut être éclairée par l'éthique de la lecture des livres et du monde défendue par Nussbaum. En effet, ce partage du sensible, dit Rancière, je le cite, donne à voir en même temps l'existence d'un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives. Un partage du sensible fixe donc en même temps un commun partagé et des parts exclusives. Cet aller-retour entre ce qui unit et ce qui sépare les membres de la cité, ce départage des paroles jugées légitimes et illégitimes, s'inscrit dans un fond aristotélicien que Rancière évoque rapidement dans les premières pages de sa politique de la littérature, lorsqu'il rappelle la formule selon laquelle les humains sont, je cite, des êtres politiques parce qu'ils possèdent la parole qui permet de mettre en commun le juste et l'injuste. La politique de Rancière et l'éthique de Nussbaum se montrent concernées par la question des perceptions, par lesquelles se font et se défont les consensus, les dissensus. Et là, je cite à nouveau Rancière, « La politique porte sur ce qu'on voit et sur ce qu'on peut dire. » Là, on rejoint l'esthécisme d'Aristote et de Nussbaum. Donc, la politique porte sur ce qu'on voit et sur ce qu'on peut dire, sur qui a la compétence pour voir et la qualité pour dire, sur les propriétés des espaces et les possibles du temps. À mon avis, cette insistance sur la perception et sur les conditions de perceptibilité au sein de la communauté rapproche, vous l'aurez compris, l'éthique de Nussbaum et la politique de Rancière. Il ne s'agit pas ici de déterminer quel terme est le plus approprié, puisque les deux le sont, mais plutôt de constater de quelle façon les deux approches s'éclairent. Je crois que l'enjeu central est d'affirmer le pouvoir qu'a la littérature de nous rendre plus sensibles à la réalité extérieure et plus particulièrement à la réalité d'autrui. Chez Rancière, la littérature, qui participe de ce qu'il nomme le régime esthétique des arts, se libère ou se libérerait de la vieille hiérarchie des sujets propre au régime représentatif des arts en introduisant dans le champ du perceptible des objets et des sujets auparavant invisibles. Ce mode d'expression, on le comprend, serait fondamentalement démocratique en ce qu'il permet une circulation de la parole affranchie de toute détermination. De son côté, Nussbaum propose, elle aussi, de voir dans la littérature, ou plus spécifiquement dans le roman réaliste, une pratique fondamentalement démocratique. En effet, la mise à l'épreuve de la finesse de nos perceptions et de nos jugements que favorise la lecture de romans permet à Nussbaum de reprendre à son compte une analogie qu'elle trouve chez Aristote entre la lecture du texte et la lecture du monde. La lecture, en tant qu'expérience intensive d'attention portée à autrui, nous permettrait de remarquer à quel point nous avons tendance à ignorer certaines nuances dans les jugements que nous portons dans des situations concrètes. Tout aussi problématique que cette proposition puisse paraître, il n'y a pas chez Nussbaum de différence fondamentale entre les jugements que nous posons dans la vie réelle et ceux que nous posons en lisant un roman, si ce n'est, c'est quand même une distinction importante, si ce n'est que le roman favoriserait l'empathie, puisque le lecteur est détaché de la situation et libéré, par exemple, des intérêts et ou de la jalousie qui interviennent normalement dans l'existence. Donc, il y a quand même un petit problème ici, on pourra peut-être en discuter, mais à ce stade, je crois pertinent de souligner l'idéalisme de Rancière et celui de Nussbaum. Dans la préface de son livre Poetic Justice, The Literary Imagination and Public Life, paru en 1995, qui n'a toujours pas été traduit en français,
Nussbaum raconte qu'un de ses étudiants en droit de l'Université de Chicago a exprimé ses doutes quant à l'effectivité de la littérature qu'elle avait défendue en classe. L'espoir que la littérature puisse réduire les inégalités, écrivait-il, est un minuscule rempart contre une tempête de haine et de préjugés. Nussbaum concède que son étudiant n'a pas tort et qu'il est difficile d'être optimiste. Son livre, dit-elle, articule l'imagination littéraire et la vie publique, et non pas la vie privée, parce qu'elle est persuadée que la littérature ne sera pleinement effective qu'avec l'appui des institutions, entre autres scolaires. Donc, la littérature n'est pas une affaire privée. En affirmant l'importance de l'école, Nussbaum montre encore une fois son attachement à Aristote, pour qui le premier but de l'éducation est la formation de citoyens qui soient capables de percevoir. Cette éducation, je cite Nussbaum, se fonde sur la foi que chaque membre de la communauté hétérogène des citoyens est une personne potentiellement dotée de sagesse pratique, avec la capacité de base, c'est-à-dire encore non développée, de cultiver la perception pratique et d'en user au bénéfice du groupe entier. Je crois que cette dernière citation-là, Rancière aurait pu l'écrire, hein, l'espèce de présupposé selon lequel tous les membres de la communauté peuvent participer à cette vie démocratique. Bon. Ce postulat d'égalité fondamentale des citoyens est tout aussi important chez Rancière, comme l'a montré avec insistance Charlotte Nordman dans son livre sur Pierre Bourdieu et Rancière. Contre la sociologie bourdieusienne et le déterminisme qu'il y voit, Rancière affirme que c'est en postulant dès le départ l'égalité que l'émancipation a des chances de se réaliser. Il s'agit d'insister sur la puissance d'agir des individus plutôt que de chercher à décrire les mécanismes de contrôle qui les déterminent. À ce propos, il faut être attentif lorsque Rancière réfléchit à la prétendue confusion entre le fait de simplement interpréter le monde et celui d'y agir véritablement. Il remarque en effet qu'il existe une certaine performativité de l'interprétation en affirmant, je cite, que les interprétations sont elles-mêmes des changements réels quand elles transforment les formes de visibilité d'un monde commun et avec elles les capacités que les corps quelconques peuvent y exercer sur un paysage nouveau commun. Donc, le partage du sensible met justement en jeu cette performativité de l'interprétation. Il me semble que c'est sur cette question de l'interprétation comme force agissante que l'éthique de Nussbaum est la plus susceptible d'alimenter la politique de la littérature de Rancière et l'idéalisme qui l'anime. En effet, si, comme l'a souligné Charlotte Nordman, Rancière n'aborde le système d'éducation que de façon détournée, il y a chez Nussbaum la conviction qu'une réforme des institutions scolaires pourrait avoir un impact décisif sur la vie publique. Il est peut-être utile ici de reprendre l'idée de la performativité de l'interprétation et de l'appliquer aux études littéraires qui, en proclamant l'autonomie de la littérature, mais aussi de la théorie littéraire, se sont peut-être effectivement coupés du monde. L'affirmation de la capacité de tous les sujets à s'émanciper est importante et le rôle que la littérature peut jouer dans cette émancipation est sans doute réel, mais cette idée noble, pour se réaliser pleinement, elle nécessite des conditions favorables qui nous amènent loin des descriptions abstraites, sur un terrain pratique qui nécessite des efforts constants et où les résultats arrivent au compte-gouttes. Lorsque Rancière parle de la radicale démocratie de la lettre dont chacun peut s'emparer, il faut savoir tirer les conséquences de ce verbe « pouvoir ». Il s'agit d'une potentialité qui demande à tout instant d'être actualisée, et ici comme ailleurs, il n'y a pas de magie. Nordman le rappelle avec un prosaïsme de bon ton à la fin de son livre. C'est à l'école que l'on rencontre la littérature le plus souvent, et l'histoire, la philosophie, et c'est aussi là que s'élabore notre rapport à la lecture et l'écriture. Donc, je crois que la valorisation de la littérature comme connaissance pratique essentielle à la vie publique est la posture qu'il faut adopter pour repenser la place qu'elle occupe socialement. C'est pourquoi des livres comme celui de Charlotte Nordman ou encore celui d'Yves Citon sur la pertinence des études littéraires me semble essentiel. La beauté des réflexions qu'il propose, comme celle de Rancière et de Nussbaum, est justement qu'elle nous invite à nous poser des questions pratiques. Il n'y a pas de séparation radicale entre le monde éthéré de la théorie et l'air piquant de la rue. Les étudiants ont montré au printemps 2012, au Québec, le bon usage qu'on peut faire des idées. Si l'on veut parler de politique et d'éthique de la lecture, du rôle que la lecture peut jouer dans l'apprentissage de la complexité des situations humaines au cœur des enjeux de la vie publique, alors il faut défendre bec et ongle l'importance des humanités pour la vie publique. En terminant,
Nussbaum relève une contradiction importante lorsqu'elle écrit que la lecture est une préparation pour la vie qui éloigne en même temps de la vie. Et demande par la suite s'il s'agit d'un bien ou d'un mal. La réponse, chez Rancière comme chez elle, est qu'il s'agit d'un bien quand cet éloignement permet après coup une plus grande proximité avec le monde, une complicité nouvelle avec ce qui nous échappe. Merci.